Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Science et Vie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le numéro 1169 de février 2015, qui nous parlera notamment de l'énergie de la vie. Elle tient dans une goutte d'eau, mais également des voitures sans conducteur, de la nouvelle bombe démographique au Nigeria, des greffes d'utérus, et également en bref, Rosetta, bonheur, mémoire de l'eau, bombe iranienne, Erectus, lune, microbe, Google Images, terrorisme, primate, Ariane et Assolimar. Donc voilà, nous allons pouvoir nous détendre ensemble tout en stimulant nos neurones. Et durant cette vidéo, je vais aussi manger quelques bonbons et boire un peu d'eau de temps à autre. Voilà, c'est parti. Avant-propos. Ainsi va la vie. À l'origine, une goutte. D'où vient la vie? Par quel mécanisme la matière inerte vient-elle à s'animer? La question hante les esprits depuis toujours, et c'est sans grand succès que de nombreuses hypothèses ont été formulées pour lever un peu du voile qui continue d'entourer cet épais mystère. Mais en voici une nouvelle à laquelle, curieusement, personne n'avait pensé, et qui fait dire aux scientifiques qu'ils tiennent probablement enfin une pièce essentielle du puzzle. La clé du mystère. Elle pourrait tenir dans une goutte d'eau, dans n'importe laquelle des gouttes d'eau dont regorge notre planète. Il suffisait juste de bien les regarder. Voyez cette minuscule flaque d'eau accrochée au capot de votre voiture après l'averse. Observez cette petite bille translucide déposée aux premières heures du jour sur cette feuille tendre. Curieux, non? Si ces gouttes d'eau ne s'écoulent pas, si elles conservent leur intégrité, c'est en raison d'une force qui s'exerce à leur surface. Une force dont on sait aujourd'hui qu'elle pousse les éléments les plus simples contenus dans ces gouttes à s'assembler entre eux pour former des structures plus complexes. Fabriquer du compliqué à partir du plus simple, le vivant ne fait pas autre chose. Demain, des hommes enceints. Le premier enfant né d'une mère ayant bénéficié d'une greffe d'utérus a vu le jour en Suède en septembre dernier. Il est le fruit d'une longue épopée scientifique et d'une prouesse médicale de nature à donner de l'espoir aux femmes privées de cet organe nécessaire à la maternité. Si l'exploit a été mondialement salué, il soulève une redoutable question curieusement restée dans l'ombre. Une telle opération pourrait-elle être réalisée sur un homme? La réponse, plutôt déroutante, est oui. Oui, un homme pourrait tomber enceint grâce à cette technique. Stupéfiant. Même si les médecins à l'origine de cette première s'empressent d'ajouter qu'ils se l'interdiront pour des raisons déontologiques. Possible, à défaut d'être souhaitable ou légale, cette perspective fait voler en éclats nos représentations de la maternité et de la reproduction. Bien, je vais prendre un bonbon et essayer de voir quels articles peuvent être intéressants.
pharmacien depuis 40 ans, je suis choqué par votre article sur l'homéopathie. Elle soigne immédiatement, l'état général s'améliore. Si tant de gens l'utilisent, c'est bien parce que c'est efficace. Ils ne sont pas idiots. Une salle de concert à l'acoustique sur mesure. Dans votre article sur la grande salle de la Philharmonie qui ouvre ses portes à Paris, vous la comparez avec quelques grandes salles européennes. Vous auriez pu citer la Sala Sao Paulo, construite dans une gare toujours en activité, dont le plafond, composé de 15 éléments en bois de 7,5 tonnes chacun, réglables en hauteur, permet de faire varier le volume de la salle de 12 000 m3 à 28 000 m3. Le chef d'orchestre adapte ainsi librement la configuration du plafond à l'acoustique qu'il recherche. Quand Europe inspire le cinéma. J'ai beaucoup apprécié votre article sur Europe. Je recommande au lecteur le film peu connu Europa Report, qui raconte les premiers pas de l'homme sur ce satellite de Jupiter. Nous avons nous aussi repéré ce film dont l'affiche ci-contre trône dans notre salle de rédaction. Et nous ne sommes pas les seuls. L'un des spécialistes du système jovien que nous avions interrogé nous l'a recommandé en précisant que, malgré son budget réduit, il offrait une vision très réaliste des paysages et de ce que pourrait être une mission vers Europe. Le film Europa Report de Sébastien Cordero est sorti en janvier 2014. L'eau de la comète visitée par Rosetta est unique. C'est fait. Les physiciens ont analysé l'eau de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Elle est différente non seulement de l'eau terrestre, mais aussi de celle des comètes de la même famille, issues de la ceinture de Kuiper. Le spectromètre de masse de Rosina, embarqué à bord de la sonde Rosetta, a livré ses mesures. Il s'agissait de capter des molécules d'eau dégazées par la comète, puis de compter combien étaient composés d'atomes d'hydrogène, au noyau formé d'un unique proton, et combien de deutérium, isotope de l'hydrogène dont le noyau contient un proton et un neutron. Verdict, un atome de deutérium pour 1900 atomes d'hydrogène, soit un rapport isotopique de 0,053% contre 0,0155% pour l'eau terrestre, différent de ce qui a été mesuré dans d'autres comètes. Cela confirme la grande diversité de ces objets, explique Nicolas Pivet, spécialiste des comètes à l'observatoire de Meudon. On n'en trouve pas deux de composition identique, même lorsqu'elles sont voisines. Un immense brassage a donc sans cesse remodelé le système solaire. Et nos océans ne se sont définitivement pas formés suite à un bombardement massif de comètes voilà 4 milliards d'années, comme les scientifiques l'ont longtemps pensé. La source de nos rivières
ciel, mais plutôt du côté des astéroïdes. Le disque de Phaistos commence enfin à être décrypté. Depuis sa découverte, il y a 106 ans en Crète, dans un palais en ruine, le petit disque d'argile de Phaistos, unique en son genre, est resté une énigme pour les générations d'épigraphistes qui l'ont étudié. Mais après 6 ans de travail, Gareth Owens, linguiste à l'Institut technologique de Crète, et John Coleman, professeur en phonétique à Oxford, proposent enfin un début de traduction de l'écriture syllabique qui couvre ces deux faces depuis 3700 ans. Dans ces 242 signes, dont 45 différents, organisés en 61 groupes de 2 à 7 signes, ils auraient identifié 3 mots faisant référence à une femme attendant un enfant au recto et à une femme tout juste mère au verso. Femme pouvant également être une déesse. Référence possible à la déesse de la fertilité du panthéon minoen, le texte serait alors une prière à cette divinité majeure. Selon les chercheurs, 90% de la face A du disque pourrait désormais être interprétée sans que la langue utilisée et l'écriture n'en soient pour autant connues. Une annonce audacieuse, ce n'est pas la première fois que des experts pensent avoir résolu l'affaire, mais qui intrigue les spécialistes. La curiosité est source de plaisir pour le cerveau. Pourquoi retenons-nous mieux les informations qui nous intéressent? Lorsque notre curiosité est stimulée, les interactions entre l'hippocampe, région clé de la mémorisation, et le circuit neuronal de la récompense qui procure du plaisir augmentent. C'est ce qu'a montré l'équipe de Matthias Gruber de l'Université de Californie à Davis, après avoir scanné le cerveau de volontaires par IRM fonctionnel. Avis aux enseignants, une fois cet état cérébral atteint, toute information sera mieux mémorisée. La grive et l'homme ont les mêmes goûts musicaux. Les musiques humaines ne sont pas les seules à privilégier les harmoniques. Ces associations mélodieuses de notes, dont les fréquences d'ondes sont des multiples les unes des autres, sont aussi appréciées de la grive solitaire. Après analyse de 71 chants de cet oiseau, des chercheurs ont découvert que 57 suivaient des séries harmoniques, sans qu'aucune contrainte anatomique ne l'explique. Or, jusqu'à présent, les spécialistes pensaient que la préférence humaine pour les harmoniques était due au fait que notre voix en contient beaucoup. Soleil triple. Même les étoiles triples ont des planètes. En étudiant le nuage de poussière gravitant autour du système de 3 étoiles GG-DO, l'équipe d'Anne Dudré, Université de Bordeaux, a distingué une zone plus chaude, une planète géante en train de s'agglomérer. Deux nouvelles particules, Xib et Xib-étoile, deux nouveaux baryons, famille du proton et du neutron, ont été vus par le détecteur LHCb installé sur l'accélérateur du CERN à Genève. Les Vikings partaient en couple.
combinaisons d'ADN mitochondrial transmis par elles, prélevées sur les squelettes d'anciens nordiques et chez des populations modernes vivant sur les îles jadis conquises, montrent qu'elles étaient là dès le début. Planétologie. Il existait encore des volcans sur la Lune au temps des dinosaures. En observant 70 régions lunaires constituées de coulées de roches basaltiques à l'aide de la sonde de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, une équipe de l'Université d'Arizona aux États-Unis et de l'Institut de planétologie de Münster, Allemagne, a pu établir leur âge. Surprise, nombre d'entre elles se sont formées il y a moins de 100 millions d'années. La plus jeune est même née d'une éruption il y a 18 millions d'années. Tout cela alors que les spécialistes pensaient notre satellite inerte depuis au moins 1 milliard d'années. Cette coulée de lave remonte à seulement 18 millions d'années. Le gymnote traque aussi ses proies à l'électricité. Kenneth Catania, biologiste à l'université Vanderbilt aux États-Unis, vient de montrer que le gymnote, ou anguille électrique, qui vit en Amérique du Sud, produit des décharges pour repérer sa proie. Lorsqu'il est en chasse, le gymnote émet en effet périodiquement une série de 2 ou 3 décharges de haut voltage jusqu'à 600 volts qui induisent à distance la contraction involontaire des neurones moteurs et donc des muscles de sa proie. Ce mouvement la trahit. S'ensuit alors une longue salve de décharge qui la paralyse, l'empêchant de fuir l'attaque mortelle. Une langue perdue reste gravée dans la mémoire. Le cerveau garde en mémoire la langue maternelle d'un nourrisson, même si l'enfant cesse de l'utiliser. C'est ce qu'ont montré des chercheurs canadiens en analysant par IRM fonctionnel le cerveau de 48 jeunes filles entre 9 et 17 ans. Elles ont été réparties en 3 groupes, les francophones, les bilingues chinois-français et celles nées dans une famille chinoise puis adoptées, vers 13 mois en moyenne, et ne parlant plus que le français. Les chercheurs leur ont fait écouter du chinois et ont enregistré les réponses de leur cerveau. Chez les filles adoptées et chez celles parlant toujours le chinois, les mêmes zones du cerveau se sont activées. Pour ces 2 groupes, les sons chinois sont interprétés comme un langage alors qu'ils ont été traités comme une séquence de sons chez les francophones, explique Lara Pierce, premier auteur de l'étude. Selon la scientifique, le cerveau a besoin d'un certain temps pour créer des schèmes neuronaux, mais une fois qu'ils sont établis, ils restent stables. Voilà qui souligne l'importance des premières expériences de vie. Même s'il ne parle plus le chinois, un enfant adopté en France a un cerveau qui réagit à cette langue comme un bilingue. On voit que la structure est la même. On voit les mêmes points activés. Alors que chez un francophone, ce n'est pas le cas. Si les chiens boivent salement, c'est qu'ils sont carnivores. Je vais boire un petit peu d'eau. Si Rex met de l'eau partout en se désaltérant, n'en blâmez pas la pauvre bête. Régime alimentaire et dynamique des fluides en sont responsables. En effet, comme carnivore, le chien possède des joues largement fendues. Utiles pour chasser, elles empêchent en revanche toute succion. Rex doit donc procéder autrement. Et Seung-Hwan Jung de la Virginia Tech aux États-Unis a voulu savoir comment. Une meute de canidés a été sollicitée et des caméras installées dans leur gamelle d'eau afin de suivre sous 3 angles différents l'opération qui a ensuite été modélisée. Fréquence de l'appement, géométrie de la langue et taille des animaux ont ainsi été analysés. Il s'avère que tout est
d'affaires de Lang, Rex commence par lancer la sienne avec force et longueur vers la surface de l'eau, d'où l'inondation, tout en l'enroulant dorsalement. Cette subtilité permet à une large section de la face ventrale de l'appendice buccal d'entrer en contact avec le liquide, qui l'emporte avec lui en remontant dans une accélération faramineuse 5G. Se crée alors une colonne d'eau que la force d'inertie projette vers la gueule de l'animal qui l'intercepte. Un procédé des plus techniques. Le réchauffement n'aggrave pas les extrêmes climatiques. Je vais juste vous donner quelques chiffres. 75% des régions n'ont pas évolué vers un climat plus sec ou plus humide ces 50 dernières années. 61 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie totale des zones sèches sur la planète. 2,8 milliards d'habitants vivent dans des bassins fluviaux soumis à une pénurie d'eau sévère au moins un mois par an. Donc tout ce qui est en bleu, ce sont les régions où le climat n'a aucune tendance, ni plus sec ni plus humide. En jaune, ce sont les tendances d'un climat sec vers un climat plus sec. Et en rouge, ce sont les tendances d'un climat humide plus sec. Lorsqu'ils sont chassés, les loups se reproduisent davantage. Des chercheurs canadiens ont comparé l'état physiologique d'une population de loups chassés qui vit dans des espaces ouverts de l'est du pays avec celui d'une population septentrionale libre de tout dérangement. À partir d'échantillons de poils, ils ont constaté que les premiers ont une concentration plus élevée en cortisol, l'hormone du stress, mais aussi en hormones stéroïdes liées à l'activité reproductrice, ce qui suggère que les loups chassés se reproduisent davantage et qu'avec plus de portée à élever, ils infligent sans doute plus de dégâts aux troupeaux. « 59 milliards d'euros. C'est le coût pour 2012 de la pollution atmosphérique industrielle en Europe. Morts prématurés, jours de travail perdus, rendements agricoles réduits, dégâts aux bâtiments, dépenses de santé. La moitié est imputable à 147 établissements, soit 1% du total, situés surtout en Allemagne et en Europe de l'Est. Les insectes nettoient New York. Les arthropodes des terre-pleins centraux des grands boulevards éliminent l'équivalent de 60 000 hot dogs par an, selon l'Université de Caroline du Nord. Et les fourmis limitent les populations de pigeons et de rats. Si la hausse du thermomètre marque le pas, c'est en partie grâce aux éruptions. Alors que les émissions de gaz carboniques s'accroissent plus vite que jamais, le réchauffement climatique a semblé ralentir depuis l'an 2000. Une équipe internationale a trouvé une partie de l'explication. Les particules issues des petites éruptions volcaniques seraient en cause. Ce type d'éruption, telle celle du célèbre volcan islandais Eyjafjallajökull en 2010, serait à l'origine d'un refroidissement de la planète de 0,05 à 0,12 degrés Celsius. En réfléchissant à la lumière solaire.
Ces gouttes et poussières auraient en effet échappé aux satellites d'observation en se répartissant dans une couche atmosphérique située entre 10 et 15 km où la vapeur d'eau gêne les instruments. Un virus a le don de maintenir en vie les neurones. Bornavirus, ce virus au nom exotique, est peut-être l'une des futures solutions contre les maladies neurodégénératives. C'est en tout cas ce que laisse entendre une étude française. Des chercheurs de l'INSERM et du CNRS qui travaillent sur ce virus responsable de troubles comportementaux chez l'animal ont découvert de façon tout à fait fortuite qu'il force les neurones dans lesquels il se niche à rester en vie pour garantir sa propre survie. Un effet dû à une protéine virale appelée X. Sitôt que la protéine issue du virus est inactive, les neurones dégénèrent rapidement et le virus est alors éliminé. Comment ne pas penser à la possibilité de détourner cette protéine pour préserver les cerveaux de personnes touchées par des maladies neurodégénératives? Les chercheurs ont donc mis au point un petit peptide dérivé de cette protéine qui sont administrés par voie intranasale à des souris atteintes d'une maladie proche de Parkinson. Le traitement a réduit de près de 50% la dégénérescence neuronale. Les chercheurs qui ont également élucidé le mode d'action du peptide travaillent maintenant sur son impact sur l'organisme entier pour évaluer son potentiel thérapeutique chez l'homme. En ionisant l'air, les images 3D peuvent flotter toutes seules. Projeter des messages en relief dans l'air, on savait déjà le faire, mais on avait jusqu'à présent encore besoin d'un support, tel du brouillard, pour servir d'écran. L'entreprise japonaise Aerial Burton vient d'inventer un nouveau procédé laser qui va beaucoup plus loin. Il permet tout simplement de se passer du support de projection. Le principe, des pulsations laser dans la fréquence de l'infrarouge, 1 kHz, sont introduites dans un appareil qui les réfléchit et les focalise vers des points précis du ciel. En ces points, les molécules de l'air sont ionisées, ce qui émet un flash de lumière visible. Mais ces flashs étant de courte durée, ils devront être renouvelés rapidement et en permanence afin que l'ensemble des points dessine dans l'air une image, mobile ou non, suffisamment longtemps. Ce dispositif offre d'intéressantes perspectives, comme celle par exemple d'afficher des messages aériens pour alerter les populations
circulation en cas de catastrophe naturelle imminente. Ou alors d'appeler Batman avec le bat signal. Il permettrait ainsi d'indiquer en dessinant dans le ciel une flèche géante une direction à suivre pour échapper à un sinistre, incendie ou tsunami par exemple. Pas mal du tout. Désormais, les batteries préviendront avant d'exploser. Des scientifiques de Stanford, États-Unis, ont trouvé la parade aux batteries qui surchauffent et prennent feu. Un phénomène qui concerne potentiellement des centaines de millions d'appareils électroniques, ordinateurs, voitures électriques. Leur solution, déposer une nanocouche de cuivre, 50 nanomètres d'épaisseur, sur le séparateur en plastique qui isole l'anode de la cathode. Grâce à elle, la batterie lithium-ion détecte à l'avance un potentiel court-circuit en repérant quand la tension entre l'anode et le séparateur devient nulle et alerte par un signal électrique qu'elle doit être remplacée bien avant qu'elle n'explose. -3,70 m. C'est la hauteur escaladée en 90 secondes par un chercheur de 70 kg sur une paroi vitrée toute lisse. Son secret, des gants dont la surface mime la structure adhérente des pattes d'un gecko. Conçus par une équipe de l'université Stanford aux États-Unis, ils sont garnis de 24 zones contenant de fines lamelles micrométriques de plastique siliconé, reliées par des tendons artificiels. Grâce à cette structure biomimétique, ils adhèrent parfaitement au verre tout en restant de taille modeste. Ce contrôle de l'adhérence sur paroi lisse pourrait être utile dans des domaines militaires et aéronautiques. « 70% des Français se déclarent pessimistes. » Le bonheur déclaré atteint un minimum à 45 ans. Le mariage rend plus heureux pendant 2 ans. Le chômage fait voir la vie plus négativement. Alors là, ce sont des articles assez longs que je ne peux pas tellement vous lire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et bon, ils sont probablement intéressants, mais ouais, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Alors par contre celui-là il est un peu plus court et assez intéressant pour le coup.
Apple se lance dans le paiement sans contact. La dématérialisation de l'argent désinhibe les pulsions d'achat. Rappel des faits. En septembre 2014, Apple a doté l'iPhone 6 d'une puce NFC qui permet de régler de petits achats. En 2010, Nice était la première ville d'Europe à tester le paiement sans contact dans de nombreux commerces. Après 25 siècles d'existence, la monnaie s'apprête à disparaître, car s'ouvre l'ère du paiement sans contact. Le simple effleurement d'une borne de paiement avec une carte ou un téléphone doté d'une puce spéciale, dite NFC, permet sans même taper de code de régler ses achats de moins de 20 € dans les commerces équipés. 18% des points de vente français en septembre dernier selon les industriels du secteur. Promise à un développement rapide, cette technologie pourrait, comme la carte bleue avant elle, pousser à dépenser plus. Et pas seulement parce qu'elle assure à tout moment une plus grande disponibilité de ressources que ce que peut contenir un porte-monnaie. En 2001, une expérience a montré que des étudiants américains, s'ils payaient par carte de crédit, étaient prêts à acheter des places pour un match de basket 2 fois plus cher que s'ils devaient régler en liquide. En 2003, une autre étude révélait que si on fournissait à de jeunes Canadiens une carte prépayée plutôt que des espèces, ils autorisaient 48% de photocopies en plus, et dans une laverie étaient 38% plus nombreux à utiliser 2 machines à la fois. En cause, la dématérialisation de l'argent qui, en rendant la dépense moins perceptible, produit moins d'émotions négatives inhibitrices de la consommation. Et le paiement sans contact étant encore plus aisé et rapide que celui par carte bleue, il devrait favoriser d'autant les dépenses, prévient Cam Leung-Yang, chercheur en psychologie à l'Université de Floride du Nord et auteur d'une thèse à ce sujet. Alors ça, moi je trouve ça assez terrible. J'ai depuis presque 2 ans, je crois, une carte bancaire qui est compatible avec le paiement sans contact et je ne l'ai jamais utilisé, sauf une fois où c'est le vendeur en fait qui l'a utilisé, mais bon voilà. Mais je suis plutôt contre ce procédé parce que j'ai l'impression que c'est pas très sécurisé, que si on se fait voler notre carte, vu qu'il n'y a pas besoin de code, on peut très facilement se faire arnaquer, même si on peut pas payer au-dessus de 20 €, c'est quand même pas négligeable. Enfin, pas plus de 20 € à la fois sur chaque paiement. Et puis aussi, ouais, si ça doit augmenter les achats, nous faire acheter plus impulsivement, je suis d'autant plus contre, même si personnellement j'ai pas l'impression que ça m'affecterait tant que ça. Moi je regarde vraiment les prix de ce que j'achète et je fais quand même attention, que ce soit en paiement par liquide ou par carte ou sur internet, ou voilà, je fais quand même attention. Enfin, je veux dire, je regarde le prix et pas le moyen de paiement. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est peut-être assez inquiétant, et pas peut-être d'ailleurs. Enfin bon. Comparer pollution urbaine et tabagisme passif. La pollution urbaine équivaut bien à l'air d'une maison de fumeurs en termes de particules fines. C'est la quantité de particules fines inhalées par une personne partageant sa maison avec un fumeur durant toute sa vie. Cela revient à fumer 365 cigarettes. 6 kg, c'est la quantité de particules fines inhalées par une personne fumant 20 cigarettes par jour entre ses 18 et ses 80 ans. L'énergie de la vie. Elle
contient dans une goutte d'eau. C'est par hasard que des chimistes ont découvert le phénomène. En insérant dans une goutte d'eau 2 molécules simples, celles-ci ont rapidement formé des molécules complexes sans la moindre intervention extérieure. Par la seule force de la tension de surface qui, au sein d'une goutte, incite toute molécule à se lier entre elles. Une découverte majeure car elle offre enfin un scénario crédible à l'apparition de la vie. Les réactions initiées dans les gouttes auraient pu se propager sur la Terre primitive, notamment via les nuages. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une goutte? Il y a de l'énergie, il y a l'énergie de la vie. Une énergie que les scientifiques cherchent maintenant à maîtriser. L'expérience qui prouve le pouvoir créateur des gouttes. Première étape, 2 molécules sont injectées dans la puce microfluidique. 2 types de composés organiques, des aldéhydes et des amines dilués dans de l'eau, sont introduits via de fins capillaires dans la puce microfluidique, un minuscule circuit hydraulique. Deuxième étape, elles se mélangent et enclenchent une réaction chimique. Les aldéhydes et les amines se rencontrent et forment des imines, des molécules plus complexes qui ont la particularité d'être fluorescentes. Mais cette réaction chimique est défavorable. À peine formées, les imines sont aussitôt détruites par des molécules d'eau. Troisième étape, le mélange obtenu est cassé en une myriade de gouttes. Le mélange s'engage dans la buse, un goulot d'étranglement où il rencontre 2 jets d'huile amenés par d'autres micro-tuyaux qui rompent le flux. Des gouttelettes de 8 à 34 micromètres de diamètre se forment. Quatrième étape, les gouttes se mettent alors à briller. Dans un tuyau réservoir, les micro-gouttes s'accumulent et émettent une lueur. C'est le signe que de nombreuses imines ont été produites. La réaction a été brutalement accélérée. Cinquième étape, l'analyse révèle que des molécules complexes se sont en coup formées. Analysée au microscope, la fluorescence des gouttes révèle qu'il s'est formé 45 fois plus d'imines que ne le prédisait l'équilibre de la réaction. Les gouttes ont favorisé l'assemblage de ces molécules complexes. À l'intérieur de la goutte, la tension de surface fabrique des molécules complexes. Normalement, les aldéhydes et les amines, 2 molécules organiques, réagissent difficilement ensemble. Or, dans une goutte, cette réaction est tout à coup simplifiée. Aldéhydes et amines ne cessent de fusionner, fabriquant de nouvelles molécules plus complexes, des imines fluorescentes. Pourquoi? Pour comprendre, il faut plonger à l'intérieur de cette petite enceinte d'eau, car tout se joue sur sa paroi interne. Première étape. Les molécules organiques sont attirées par la paroi de la goutte. Sur la paroi de la goutte, les molécules d'eau ne peuvent former de liaison avec l'extérieur. Elles se lient alors plus fortement avec leurs voisines. Ce phénomène génère une force appelée tension de surface. C'est grâce à elle que la goutte ne s'étale pas. Cette force attire vers la paroi les molécules présentes dans la goutte, aldéhydes et amines. Deuxième étape, ces molécules organiques fusionnent plus facilement. Liées à la paroi, aldéhydes et amines n'évoluent plus dans un espace à 3 dimensions, comme au cœur de la goutte, mais à 2 dimensions. Ils peuvent donc plus facilement se rencontrer et réagir. Troisième étape, en réagissant, elles forment des molécules complexes. La réaction chimique entre un aldéhyde et une amine forme une molécule plus complexe et fluorescente, une imine, ainsi qu'une molécule d'eau. Quatrième étape, ces molécules s'accumulent au cœur de la goutte. Les imines se détachent de la paroi pour gagner le cœur de la goutte. Certaines réagissent avec des molécules d'eau, reformant des amines et des aldéhydes, mais l'équilibre de la réaction est définitivement renversé et de plus en plus d'imines fluorescentes se forment. La goutte se met à briller intensément.
qui éclaire l'étape clé de l'apparition de la vie. 1. Au commencement sont les atomes. À partir d'une certaine densité, les atomes forgés au cœur des étoiles se lient facilement en molécules chimiques, dihydrogène, monoxyde de carbone, eau, etc. 2. Des molécules chimiques se forment. Pour peu que les conditions soient réunies, milieu réducteur, chaleur, l'assemblage de molécules organiques aussi complexes que les acides aminés est presque spontané. Troisième étape, des molécules organiques s'agrègent. C'est l'étape clé. Comment forcer les molécules organiques à s'organiser quand les lois de la thermodynamique font tout pour les séparer. Justement, les gouttes pourraient offrir l'énergie nécessaire. Quatrième étape, des molécules prébiotiques naissent. Des dizaines de mécanismes entrent en jeu pour passer des molécules prébiotiques, nucléotides et protéines, à l'ADN et aux cellules qu'il reste à hiérarchiser et à assembler. Cinquième étape, des cellules prennent vie. On passe donc de la chimie à la biologie, c'est-à-dire à la vie. La vie serait née dans les nuages. C'est le nouveau scénario des origines. Au gré des turbulences de l'atmosphère, les gouttelettes des nuages, cartes, auraient fertilisé la terre primitive, globe. La météorite tombée à Novato le 17 octobre 2012 a enfin livré son secret. Ce fragment de roche arraché à la Terre il y a 4,472 milliards d'années est le premier témoin de la naissance de la Lune. La Lune serait née peu de temps après le système solaire de l'impact d'un corps de la taille de Mars qui serait venu percuter la jeune Terre. Voilà le scénario. Encore débattu il y a 2 ans, il est confirmé aujourd'hui par les analyses des échantillons lunaires et les modèles dynamiques, même si certains détails, en particulier la date, restent flous. Trois étapes pour faire
parler, la météorite Novato. Première étape, localiser les fragments. Les météorites sont tombées à l'ouest de la baie de San Francisco. Les radars météo qui les ont détectés ont permis de délimiter une zone de fouille précise. Deuxième étape, reconstruire la trajectoire. Les traînées brillantes dues à la fragmentation de la météorite dans le ciel, réunies ici sur une image, ont été captées par les caméras de la NASA. De quoi calculer précisément sa trajectoire et reconstituer son orbite. Troisième étape, analyser les échantillons. Les chercheurs ont découvert 6 fragments. 2 d'entre eux, compressés, brûlés et soumis à des champs magnétiques, ont révélé au microscope électronique qu'ils recélaient de la roche fondue, dont la composition permet de dater les chocs subis par la météorite. Cette météorite a gardé la trace de l'énorme collision dont a été victime la Terre 100 millions d'années après la formation du système solaire. Bactéries, virus, champignons, vous ne verrez plus votre maison comme avant. Tapis, meubles, cuisine, WC. Je savais pas qu'on écrivait ça comme ça. Je croyais qu'on disait juste WC pour... Enfin voilà, WC. Je savais pas qu'il y avait un mot qu'on pouvait écrire comme ça, WC, pour désigner les toilettes. Bref, on en apprend tous les jours. Dans une maison grouillent des milliards de microbes. Oui, ce sont les nôtres et ils nous préservent des agents pathogènes. Tel est l'étonnant résultat d'une étude qui a scanné le microbiome d'un habitat. De quoi revoir notre idée du sale. Et je suppose que sur cette image, tout ce qui est en vert, ce sont les microbes. Vert jaune. Donc, ouais. Le tapis. Pour les scientifiques, les tapis jouent un rôle essentiel, car ils sont les derniers refuges riches en microbes que la civilisation n'a pas encore éliminés. Ils contiennent des micro-habitats. Les plus profonds protègent du dessèchement, les plus superficiels captent les grains de poussière et les bactéries. Les toilettes. Les microbes fécaux y représentent 45% du microbiote, presque autant que les cutanés. La famille des entérobactéries, l'une des plus importantes du monde bactérien, est largement représentée. 8 heures après notre passage, on en trouve encore sur le sol, le siège, le porte-savon, ce qui suggère des techniques de résistance. Le lit. Les draps hébergent un microbiote important et stable, dominé par les familles de bactéries de la peau. Probioniques, staphylocoques, streptocoques. Les oreillers présentent la plus haute concentration de microbes oraux de l'habitat. Actinomycétales, Fusobacterium, de l'ordre de 25%. Les plantes. Bactéries et champignons occupent la moindre cavité des feuilles ou de la tige. Mais ils sont surtout nombreux dans le sol, qui est d'une richesse microbienne insoupçonnée, y compris de petits organismes. La plante émet du pollen, des tissus morts et des poils riches en microbes. La douche. Le microbiote de la salle de bain forme des biofilms, des réseaux structurés adhérents aux surfaces où se répartissent les organismes. La pomme de douche favorise des germes résistants au chlore qui tendent à former des aérosols. La cuisine. Le microbiote de la cuisine, en particulier du plan de travail, est régulièrement modifié par les apports extérieurs. Ainsi, la
population de légumes libère des bactéries du sol et des surfaces végétales. Et les produits carnés et laitiers, famille des lactobacilles, ont leurs propres microbes. Cinq pistes pour mieux vivre avec les microbes chez soi. Avoir un ou des animaux de compagnie. Les chiens en particulier ont des effets bénéfiques documentés au niveau de la prévention de l'allergie chez l'enfant. Ils rapportent dans le logement de nombreux microbes inoffensifs. Mettre des plantes dans toutes les pièces. Ce sont des êtres vivants qui favorisent la biodiversité microbienne. Les sols dans lesquels elles poussent constituent également un habitat fertile. Ouvrir les fenêtres tous les jours. Non pour tuer les microbes comme on l'entend parfois, mais pour faire entrer la faune microbienne en suspension dans l'atmosphère. Laver raisonnablement sans désinfecter. Garder sa maison propre n'est évidemment pas critiquable, mais les désinfectants puissants souvent utilisés à tour de bras sont inutiles, voire nocifs. Laver régulièrement au savon suffit, y compris pour les sanitaires. Multiplier les tapis. Ce sont des habitats très riches pour les bons microbes. Bombe démographique, elle pourrait exploser. Les experts de l'ONU ont révisé leurs prévisions de croissance de la population mondiale. Loin de se stabiliser à 9,5 milliards en 2050 comme prévu, elle pourrait croître, dopée par l'Afrique, jusqu'à 11 milliards en 2100. La querelle de chiffres est ouverte. La planète est aujourd'hui habitée par 7,2 milliards d'humains, à raison de 53 habitants par kilomètre carré. Entre les naissances et les décès, cette population augmente d'environ 81 millions de personnes par an. Actuellement, l'humanité affiche un âge médian de 29 ans, une espérance de vie moyenne de près de 70 ans et une fécondité de 2,5 enfants par femme. Le taux de mortalité infantile global est de 37%. Combien serons-nous en 2300 ? Plusieurs démographes se sont essayés à cette prévision on ne peut plus périlleuse. Les experts de l'ONU ont même produit il y a 10 ans un rapport de 250 pages sur la question. Verdict, en 2300, la planète devrait compter environ 9 milliards d'habitants, soit autant qu'en 2050. Sachant que les progrès de l'espérance de vie mondiale, estimés entre 87 et 106 ans en 2300, ont peu d'influence sur la croissance démographique. Faut-il croire à cette prévision ? Si elle ne paraît pas insensée, cette projection touchant au XXIVe siècle dépend lourdement des hypothèses de départ sur le taux de fécondité. Que le monde se dirige vers le standard européen de 1,5 enfants par femme et nous ne serions plus que 1 milliard en 2300. 2,5 enfants par femme, comme le sud-est asiatique, nous mènerait à plus de 77 milliards. L'exploit qui bouleverse la maternité. En Suède, une greffe d'utérus a permis pour la première fois de donner la vie. Or, la prouesse pourrait être reproduite chez un homme, même si cela reste théorique. 2000. Premier essai de greffe d'utérus en Arabie Saoudite.
qui se solde par un échec. 2011, une patiente greffée en Turquie tombe enceinte, la grossesse ne se poursuit pas. 2013, l'équipe suédoise réalise une greffe d'utérus sur 9 patientes, dont 7 avec succès. 2014, 3 grossesses débutent. Septembre 2014, première naissance en Suède d'un bébé dont la mère a reçu une greffe d'utérus. En France, dès 2015, 300 à 400 Françaises pourraient être concernées par cette greffe et 2 équipes se préparent à réaliser les premières opérations à l'hôpital Foch de Suresnes et au CHU de Limoges. Une demande de programme hospitalier de recherche clinique pour 2015 a été déposée. Nous travaillons avec des donneuses décédées, précise Yves Aubard, CHU de Limoges. Éthique, la raison de ce choix est aussi technique. Plus large, le prélèvement du réseau vasculaire de l'utérus, quelques heures après le décès, optimise la qualité du greffon. Yves Aubard vient d'achever une étude de faisabilité chez 14 donneuses. Si on nous donne le feu vert, le temps de faire les FIV, les greffes et de respecter un délai de 3 à 6 mois, les premières grossesses débuteront fin 2015. Les 3 étapes pour qu'un homme puisse porter un enfant. Première étape, l'étape de la greffe. Les réseaux vasculaires sont connectés. Aucune structure purement féminine n'est indispensable. L'utérus, prélevé avec toutes ses veines et artères, serait connecté au vaisseau iliaque externe qui assure la circulation vers les membres inférieurs de l'homme. Et l'utérus est solidement fixé. L'utérus multiplie son volume par 1000 durant la grossesse et son poids devient considérable. Il faudrait donc le relier le plus solidement possible par des connexions ligamentaires, bassin-vessie. Deuxième étape, l'étape de l'implantation de l'embryon. L'embryon obtenu par fécondation in vitro serait introduit dans l'utérus via une incision de la paroi abdominale. Cette technique est déjà pratiquée chez la femme, mais elle est complexe et son taux d'échec élevé. Il faudrait aussi recréer un environnement hormonal féminin les premières semaines avant que le placenta sécrète les hormones nécessaires à la grossesse. Troisième étape, l'accouchement. La césarienne, intervention chirurgicale parfaitement maîtrisée chez la femme, consisterait à faire sortir l'enfant de l'utérus par une incision de la paroi abdominale. Voiture autonome. Alors là, on a un dossier spécial assez gros. Donc je ne vais pas le lire en entier, bien sûr, mais on va le survoler. Bon, ça c'est pas mal. Le concept d'automatisation de la conduite arrive à maturité. 1939, Oldsmobile lance en série la première transmission automatique baptisée Hydramatic. 1958, la Chrysler Imperial est dotée du premier régulateur de vitesse de l'histoire. 1998, Mercedes lance le régulateur de distance qui complète le régulateur de vitesse. 2005, Citroën commercialise en Europe l'alerte de franchissement involontaire de ligne. Toujours 2005, Volvo lance le premier système qui alerte de la présence d'un véhicule dans l'angle mort. 2006, la Toyota Prius 2 est la première voiture à proposer un système de stationnement semi-automatique. 2010, Volvo lance le premier dispositif de détection des piétons avec freinage d'urgence automatique. 2013, les premières voitures capables de gérer toutes seules vitesse et direction dans les embouteillages sont commercialisées. Avril 2014, les voitures autonomes de Google ont cumulé un total de 1,13 million de kilomètres sans un seul accident. Octobre 2014, une Audi RS7 sans personne à bord boucle un tour de circuit d'Hockenheim avec la célérité d'un pilote professionnel
professionnel et une pointe de vitesse à 240 km/h. 2015, système commercial de stationnement 100% autonome déclenché par smartphone. 2016, premier modèle commerciaux capable de rouler sur une autoroute sans intervention du conducteur. 2020, premier modèle commerciaux autonome dans la circulation quotidienne et sur autoroute jusqu'à 60 km/h. 2035 à 2040, dans le monde, 75% des voitures seront autonomes, d'après Navigant Research. Et 2060, les véhicules autonomes représenteront 75% du trafic, d'après Fer et Pierce. La Google Car détecte des centaines d'objets en même temps: panneaux, bus, piétons, cyclistes, policiers. Alors là, on nous explique comment les voitures autonomes fonctionnent. L'ordinateur bénéficie d'une vision à 360 degrés sur une très longue portée. Il communique avec tous les organes vitaux de la voiture. Pour tourner, il agit sur le moteur de direction assistée. Pour freiner, il s'immisce dans le calculateur de l'ESP. Pour accélérer, il pilote le calculateur du moteur. Pour décider, il s'appuie sur tous les capteurs embarqués, les caméras, la caméra stéréo, les caméras latérales et arrière, sur les radars d'une portée de 30 à 250 mètres, et sur le lidar d'une portée de 50 à 150 mètres. Il permet de cartographier en 3D les objets alentours à l'aide de lasers. L'ordinateur de bord réagit beaucoup plus vite que le conducteur en moins d'une seconde. Les 4 points forts de la machine face à l'homme: dépassement, elle fluidifie le trafic. La voiture respecte la vitesse réglementaire grâce à son système GPS et à la lecture des panneaux de limitation par caméra. Elle évite les à-coups, maintenant les distances de sécurité via son régulateur de vitesse et de distance en fonction du trafic qui est analysé par radar et lidar, ce qui réduit mécaniquement les effets d'accordéon typiques de bouchon. Si une voiture située devant elle roule nettement moins vite que la limite autorisée, elle déboîte, reconnaissant l'emplacement des voies avec ses caméras, après avoir vérifié l'absence de véhicules en approche à l'arrière par radar, et dans les angles morts grâce au capteur à ultrasons, tout en continuant à réguler sa vitesse avant de regagner sa voie. Au croisement, elle évite les collisions. Engagée sur une voie prioritaire, la voiture détecte plusieurs secondes à l'avance et plusieurs centaines de mètres en amont le véhicule qui arrive à vive allure et qui, encore masqué par les bâtiments, n'aura pas la possibilité de ralentir suffisamment pour marquer l'arrêt au stop. Cette anticipation est permise par le protocole V2V, Vehicle to Vehicle, qui utilise le réseau GSM, le Wi-Fi et le positionnement par satellite. Quand la voiture en infraction parvient au carrefour, sa présence est confirmée au centimètre près grâce au radar et au lidar. La voiture autonome a alors freiné suffisamment pour éviter l'impact et elle est prête à effectuer une éventuelle manœuvre d'évitement. Stationnement, elle trouve toute seule une place. Arrivé à destination, le conducteur s'arrête en double file. Il peut alors, d'un appui sur sa clé télécommande ou via son smartphone, ordonner à la voiture de trouver une place libre et de réaliser seule la manœuvre de stationnement, en créneau, en épi ou à la perpendiculaire. Le véhicule repère un emplacement grâce à ses caméras et à son lidar. Mais il peut également, dans certains cas, s'appuyer sur les informations délivrées par le parking qui indiquent l'emplacement des places disponibles. Ensuite, pour s'insérer dans la place, la voiture se dirige toute seule grâce à ses capteurs à ultrasons, notamment dans les angles morts et ses radars de courte portée. Accident. Elle minimise les conséquences. Un arbre se couche sur la route au moment où la
sans les sièges. Au moment de l'impact, la voiture corrige la trajectoire s'il la fait dévier et adapte le freinage pour éviter une collision avec un véhicule qui pourrait arriver en face. Elle appelle ensuite automatiquement les secours en leur communiquant sa position GPS et les images vidéo de l'habitacle. Alors il y a aussi la question de la conduite. Qui doit conduire? Le conducteur ou la voiture elle-même? Est-ce qu'il peut y avoir des bugs? Est-ce qu'il peut y avoir des piratages? Alors ça c'est très inquiétant, les piratages. Piratage de voitures, vous imaginez? C'est digne d'un film à la James Bond ou du même style. Et en cas d'accident, qui sera responsable? Dans la mesure où jusqu'à 95% des accidents ont pour origine une erreur humaine, la conduite autonome devrait réduire considérablement collisions et sorties de route. Mais comme le relève Jeffrey Gurn, Université de Caroline du Sud, les voitures autonomes connaîtront inévitablement des dysfonctionnements. Législateurs et tribunaux doivent développer des régimes de responsabilité pour s'assurer que la partie qui a causé l'accident en assumera la responsabilité. Une étude publiée en 2014 par l'université Carnegie Mellon, États-Unis, souligne que lorsque le conducteur est éliminé de l'équation, la responsabilité retombe sur le constructeur et les fournisseurs. Ce que ceux-ci anticipent en installant des sortes de boîtes noires dans leur véhicule. Reste à faire évoluer la loi pour qu'elle considère le conducteur comme un simple passager. Un changement profond encore au stade de la réflexion chez les juristes. Reconnaissance d'images. Les moteurs de recherche, voici qu'ils légendent les images. Pour reconnaître une photo parmi des milliards d'autres, Google devrait se contenter d'analyser sa forme, couleur, pixels. Or, le voici désormais capable d'interpréter en une phrase son contenu. Jeunes gens jouant au frisbee. Deux joueurs de hockey se battant pour le palais. Un troupeau d'éléphants traversant une prairie sèche. Une personne conduisant une moto sur une piste sale. Un réfrigérateur garni de boissons et de nourriture. Ce qui, évidemment, ici n'est pas le cas. Un taux de réussite impressionnant. NIC est le premier algorithme capable de décrire dans le langage courant ce qui se passe dans une image, mais il n'est pas totalement infaillible, comme le montre cette photo. L'algorithme donne du sens à l'image en deux étapes. 1. Il identifie des objets dans l'image et y associe des mots-clés. Un premier réseau de neurones virtuels, de petits programmes informatiques, identifie les différents éléments de la photo. Pour chacun d'eux, il cherche un élément similaire dans une banque d'images qu'il a mémorisé au préalable, chacune étant associée à un mot-clé. Par exemple ici, jeunes gens, frisbee. Et il relie les deux par jouant au. Deuxième étape, il assemble les mots-clés pour décrire l'image. Donc voilà, un second réseau de neurones recherche dans une banque de phrases déjà apprises des fragments contenant les mots-clés associés à la photo. Il assemble pour former une phrase et vérifie qu'elle est correcte en la comparant aux millions de phrases qu'il a mémorisées.
dessus. Donc là il s'agit de bombes, des bombes improvisées et des techniques de détection. Voilà. Alors, nous arrivons à ce que je considère comme la moitié du magazine. Et la suite, ce sera donc des articles plus petits, comme d'habitude. Voilà, avec notamment Culture Science. Et donc je vais vous lire ces articles dans la prochaine vidéo, en deuxième partie, qui arrivera normalement la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses avec moi. Et j'espère aussi que cela vous aura relaxé. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Et portez-vous bien. Bye bye.